Bonjour et bienvenue à une autre section de notre cours de sciences humaines euh, 10, 10e année en immersion. Et aujourd'hui, on va parler de la Mésopotamie. Bon, pourquoi on parle de la Mésopotamie? Bon, c'est simple, c'est parce que c'est là que commence l'histoire. Et pourquoi est-ce que l'histoire commence là? Si tu as bien vu, bien écouté, bien compris premier, la première présentation, le premier PowerPoint qu'on a fait. Tu sais que c'est à cause de l'écriture. L'écriture commence à cet endroit-là. Donc, la Mésopotamie. Pourquoi est-ce qu'on parle de la Mésopotamie? Bon, la Mésopotamie, on parle de ça parce que c'est la région du Proche-Orient qu'on a découvert les premiers écrits sur une tablette d'argile, comme tu vois ici. Le cunéiforme qu'on appelle ça, parce qu'il y a tout comme des cubes. Tu vois, ça fait des comme cunéiformes. Okay. On peut dire que c'est avec la Mésopotamie que commence l'histoire, parce que l'histoire commence avec l'écriture. Et ça, c'est jusqu'à maintenant. On a trouvé d'autres tablettes qui seraient peut-être un peu plus vieilles que ça, qui viendraient de la région de l'Allemagne, dans ce coin-là. Euh, Mais bon, on n'a pas encore déchiffré, on n'est pas certain, même si c'est une écriture. Donc, on continue avec l'idée que la Mésopotamie, le cunéiforme, c'est là que ça a commencé. À partir de ce moment, on va moins deviner qu'est-ce que les gens voulaient dire, parce que maintenant, on voit et on comprend les écrits. Comme le cunéiforme qui est là, on peut le comprendre. Tu as même des sites web où est-ce que tu peux aller puis analyser certaines de ces écritures-là pour comprendre les histoires. On a des grandes histoires qui sont écrites et qu'on connaît à cause de, ce, de cette langue-là qu'on a déchiffrée et qu'on est capable de comprendre. Donc, la Mésopotamie, on sait déjà que la Mésopotamie, c'est au Moyen-Orient, mais c'est où exactement? Ben, c'est pas juste comme une ville, c'est toute une région. Comme tu vois ici, la région ici qu'on appelle le croissant fertile, OK? C'est fait comme un croissant, OK? Et c'est une terre qui est fertile. C'est pour ça qu'on appelle ça le croissant fertile. La Mésopotamie, comme tu vois ici, elle est entre deux rivières, le Tigre et l'Euphrate. OK? Donc, l'Euphrate est ici, le Tigre est là. Donc, la région entre les deux ici, c'est la Mésopotamie. OK? Donc, cette région-là commence dans le haut massif arménien, traverse la Syrie montagneuse, avant de pénétrer dans la vaste plaine de Mésopotamie, arrive enfin dans le golfe Persique. Donc, tu vois, c'est toute la section ici. Là. Ça commence ici, puis ça va jusqu'à ici. OK? Donc, tu vas m'entendre peut-être parler de Sumer, ça c'est plus proche en bas ici. Right? Comme tu vois, le golfe Persique est là, l'Égypte est ici. Donc, ça c'est le croissant fertile. Donc, c'est tout comme tu vois, c'est la partie verte. La Mésopotamie, terre de migration et d'invasion, la Mésopotamie a connu une histoire à la fois riche et chaotique. C'est simple, les humains voulaient la région parce qu'ils voulaient avoir les meilleures terres pour faire pousser leur nourriture et bien vivre. Okay? Comme c'est une région avec des bonnes terres, les terres sont riches, c'est fertile, il y a beaucoup de combats entre les différents groupes de la région pour le contrôle des terres. Le mot Mésopotamie, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire la terre entre les fleuves. Donc, comme tu as vu sur la carte, la partie verte, je t'ai montré les deux fleuves, right? Le Tigre et l'Euphrate. Entre les deux, c'est ça la Mésopotamie.
Sans les deux fleuves, la plaine serait désertique. Ce serait comme un désert. C'est les inondations fertiles qui ont permis aux hommes de s'installer sur leur bord et d'y développer leur civilisation. Donc, c'est vraiment la raison pourquoi est-ce qu'ils sont là. C'est vraiment juste ça. C'est parce qu'ils sont capables de planter des choses pour avoir de la nourriture pour vivre. C'est aussi simple que ça. Quand on parle des différents groupes du croissant fertile, de quoi est-ce qu'on parle? Ben, il y a des différentes langues dans la région qui nous ont permis de classer 3 groupes distincts des peuples déjà installés dans le croissant fertile. Donc, on a premièrement les Sumériens qui sont là, comme je t'ai dit, Sumer, qui était l'endroit qu'on va parler encore, les Égyptiens, qu'on connaît, et les Crétois, qui sont un peu plus de côté. Chacun d'entre eux ont inventé une écriture. Ils parlent des langues sans parenté, donc ils sont toutes différentes les uns des autres. Il y a un quatrième groupe aussi qui est rentré dans ça par la suite, okay, les Sémites, qui sont venus des déserts d'Arabie. Ils sont attirés, eux autres aussi, par les terres riches du croissant fertile. Ils s'installent en Mésopotamie, en Syrie, vers la fin du 4e, peut-être, et au cours du 3e millénaire. Donc, on a vraiment un grand range là, d'à peu près 1000 ans là, qui se sont installés, ont commencé à s'installer graduellement. Donc, les Assyriens, les Phéniciens, qu'on parle beaucoup parce qu'ils sont très, très bons avec leurs bateaux, et les Hébreux sont des Sémites. Pour comparer, pour voir d'où viennent les personnes, là, les Indo-Européens sont nommés ainsi à cause qu'ils ont progressivement peuplé l'Inde et l'Europe. Donc, l'Inde ici, l'Europe qui est là. Ils sont venus des plaines de Russie. Les plaines de Russie qui sont ici. Ils commencent à s'installer en Grèce au cours du 2e millénaire avant notre ère, pendant que d'autres vagues s'installent en Inde et en Iran. Il y a les Perses, les Grecs, les Celtes, les Gaulois, les Latins, les Germains et les Slaves qui s'installent en Europe. Donc, tu vois les lignes qui sont là, c'est tous des groupes qui ont été s'installer à différents endroits. Et ces groupes-là, en fait, viennent tous de cette région ici, des plaines de Russie, au départ. C'est de là qu'ils viennent. Donc, les Perses s'installent en Mésopotamie et en Europe. Donc, les Perses descendent comme en Mésopotamie, dans cette section ici. Et les autres groupes vont s'installer en Europe. Mais tous viennent de la partie rose, tous viennent de là. Donc, les Perses descendent, vont ici, là, pour former leur empire. Et les autres vont plus du côté de l'Europe. Et on va parler des Perses, on va parler des Grecs, on va parler des Celtes, les Gaulois, les Celtes, c'est presque la même chose. On va parler des Latins, on va parler des Germains, on va moins parler des Slaves. Donc, c'est pour dire tous ces peuples-là dont on va parler dans le cours, c'est tous des peuples indo-européens qui viennent tous de cette région ici. Question révision. Okay. Quel autre nom les historiens donnent à la Mésopotamie? Comment s'appellent les 2 fleuves de la Mésopotamie? Pourquoi est-ce que les 2 fleuves sont aussi importants pour la Mésopotamie? Nomme les 3 premiers groupes de la Mésopotamie. Quel est le nom des 3 groupes de Sémites? D'où viennent les Indo-Européens? Et qui sont les Indo-Européens? Nomme les 7 groupes. Et comme d'habitude, tu peux arrêter le vidéo, retourner, aller voir un peu avant,
pour répondre aux questions. Si tu n'es pas certain, si tu veux avoir des précisions, tu peux toujours me demander par la suite. Quelle est l'influence des Mésopotamiens? Vers 9000 avant Jésus-Christ, les nomades commencent à se sédentariser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sédentariser? Ils commencent à être plus sédentaires. Donc, ils sont moins nomades, ils se promènent moins, ils restent à une place. Ils font des villes, etc. Ils utilisent des systèmes de digues et de canaux pour leur agriculture. Donc, on leur doit l'irrigation. S'il n'y avait pas d'irrigation, ils ne seraient pas capables de planter les choses, il n'y aura pas d'eau. Ils ont aussi développé des nouveaux outils comme la charrue, okay, pour l'agriculture. Vers 8000 ans avant Jésus-Christ, ils ont domestiqué les animaux, donc on leur doit l'élevage, c'est une autre chose. Entre 6500 et 4500 avant Jésus-Christ, les villages s'organisent, se structurent et organisent leur défense. Donc, ça veut dire que les Mésopotamiens, on leur doit les premières villes avec des enceintes fortifiées. Comme tu vois ici, tu as une ville avec, comme on dit, une enceinte fortifiée, ça veut dire comme des murs autour pour se défendre. Les échanges entre les cités commencent à s'organiser, ça finit, donc ils s'affinent, ils deviennent plus précis, si tu veux, et on leur doit donc le commerce. La complexité des échanges commerciaux oblige les commerçants à inventer un système de communication numérique, donc on leur doit les nombres et le calcul. Donc, ils faisaient des maths pour le commerce. C'est ce qu'on leur doit les maths. L'observation du ciel et le déplacement des astres aussi sont connus avec énormément de précision, soigneusement notés dans des archives. Donc, on leur doit l'astronomie. Donc, tout ça, il y avait même ici, ça c'est une représentation de Sumer, où est-ce qu'ils avaient le Soleil et les différentes planètes qui connaissaient déjà les planètes de notre système solaire. 13 planètes même. C'est pour ça les personnes qui essayent de trouver la planète X. Parce qu'on dit, il y a une autre planète dans le système solaire, c'est la planète X, peu importe. Ça vient de où? Ben, ça vient d'eux autres. Ça vient du fait qu'on a trouvé ça, ou est-ce que c'est qu'on sait que ça ici, c'est une représentation de notre système solaire, puis il y a une planète qu'on ne connaît pas encore. Et ça, c'est bien avant les découvertes, que moi j'appelle les découvertes modernes des planètes du système solaire. Donc, tu vois, on leur doit l'astronomie. Ils savaient déjà ça. L'année est partagée en 12 mois. Okay? Le zodiaque en 12 signes. Donc, on leur doit la base de notre calendrier. Le calendrier, c'est eux autres qui ont inventé ça. Donc, on a aussi divisé la journée. La journée est partagée en 2 périodes de 12 heures. OK? 12 heures le jour, 12 heures la nuit, pour un total de 24 heures. Les heures sont elles-mêmes divisées en 60 minutes, chaque minute en 60 secondes, donc on leur doit les mesures horaires. Donc, la notation des nombres est vite passée à celle des choses, puis les mots, puis les idées. Donc, on leur doit encore l'écriture. C'est eux autres qui ont commencé l'écriture des tablettes en 3400 avant Jésus-Christ. Ils utilisent le cunéiforme. Ça, c'est un exemple. Ils utilisaient soit de la cire pour mettre dessus quand c'était quelque chose qui ne devait pas rester très longtemps, et des pierres comme l'argile, etc., qui faisaient cuire par la suite.
Question révision. Nomme 3 influences des Mésopotamiens. Tu sais qu'il y en a beaucoup plus que ça, là. Prends 3 autres influences, pas les mêmes que la question 1. Donc, tu fais 3 influences ici que tu as nommées. Donc, 3 autres, pas ceux-là, 3 supplémentaires. Et explique comment ça nous influence aujourd'hui. Pour les 5 autres influences que tu n'as pas encore choisies, donc, tu vois, il y en a 6 là, 5 de plus. OK, ben oui, il y en a 12. OK, mais on en a vu 11 jusqu'à maintenant. Dis pourquoi tu crois que c'était important pour l'évolution humaine de ce temps. Donc, tu vas me dire une des influences, puis tu dis, oui, c'était important dans le temps à cause qu'il faisait ça pour ça. OK? Donc, c'est ce que je veux que tu vois. Code Hammurabi. Quelque part entre 1792 et 1750 avant Jésus-Christ, on n'est pas exactement certain à quel endroit exactement, mais le roi babylonien, there you go, Hammurabi, ça c'est le nom du roi, a donné à son royaume un ensemble de lois. Il y avait 282 articles qui traitent du commerce, la famille, l'esclavage, les prix, la propriété, entre autres, parce qu'il y a énormément de choses qui rentrent là-dedans. Tu peux imaginer 282 articles de loi. Donc, on leur doit la première forme de législation. Donc, voici les 12 grandes influences des Mésopotamiens. OK, c'est une petite révision, faire sûr que tu as tout au complet les différentes influences. L'irrigation, l'agriculture, l'élevage, les villes, le calcul, le commerce, les nombres, l'astronomie, le calendrier, les mesures horaires, l'écriture cunéiforme et la législation. En fait, il a fait graver les 282 articles sur une colonne de pierre. C'est pour ça qu'on le sait. Tous les articles sont écrits sur la colonne de pierre. Okay? C'était situé en face du temple, dédié au dieu principal de son peuple. Et bon nombre de ces lois imposaient des sanctions en fonction de la classe sociale. Donc, dépendamment de ta classe sociale, tu avais des sanctions, des choses qui devaient t'arriver si tu brisais la loi. Donc, par exemple, si quelqu'un porte une accusation d'un crime devant les anciens et ne peut rien prouver, il devra, s'il accuse d'un crime capital, être mis à mort. Donc, si tu dis, cette personne-là a fait un crime et c'est les anciens, donc les plus vieux, les plus vieilles personnes de la place. Si tu dis, cette personne-là a fait un crime, comme il a tué quelqu'un, par exemple. Ben, si tu peux pas le prouver, tu es mis à mort. Si un fils frappe son père, ses mains devront être coupées. Donc, si le fils frappe le père, on lui coupe les mains. Si un homme crève l'œil d'un noble, on lui crèvera un œil. Donc, l'idée de œil pour œil, dent pour dent, là, c'est de là peut-être que ça vient. Si un homme crève l'œil d'un homme libre, ou s'il fracture un membre d'un homme libre, donc casse un bras ou une jambe ou des choses comme ça, il devra payer un cycle d'argent. C'est une pièce de monnaie en argent. Donc, tu vois, si quelqu'un, peu importe, crève l'œil d'un homme, on lui fait la même chose. Si c'est un noble, on lui crève un œil. Mais si c'est d'un homme libre, OK,
et qu'on lui crève un œil d'un homme libre, il va payer de l'argent à la place. Donc, tu vois la différence entre les classes sociales ici. Si un homme casse la dent d'un homme qui est son égal, on lui cassera une dent. Donc, par exemple, si quelqu'un frappe, casse une dent d'une personne, puis c'est deux nobles, ben, le noble qui a cassé la dent de l'autre va se faire casser une dent aussi. Donc, c'est vraiment comme tu vas avoir la même chose. On va te donner la même chose. On essaye de traiter les gens de la même façon. C'est intéressant. Et le roi Hammurabi a été un roi important parce qu'il a fait et rendu public, surtout, les lois de son royaume. Donc, pour des questions révision, OK, pose-toi ces questions-là. Pourquoi le fait d'avoir écrit les lois et de les avoir mis à la vue, de tous, est-il un pas important dans l'évolution de la citoyenneté? Donc, pourquoi avoir écrit les lois, de les avoir mis visibles pour tout le monde, c'est vraiment important dans l'évolution de la citoyenneté, dans l'évolution de tous les citoyens. Donc, on sait que la grande majorité des gens ne savaient pas lire. Okay? L'écriture vient d'être inventée pour le public. Là. Okay? Donc, qu'est-ce qui pouvait arriver à ceux qui étaient aveugles, par exemple, qui pouvaient pas voir, ou à ceux qui ne savaient pas lire? Qu'est-ce que tu penses qui arrivait pour ces personnes-là? Les personnes qui ne savaient pas lire, qui est la grande majorité, et les personnes qui sont aveugles, qui ne peuvent pas voir. Qu'est-ce que tu penses qui pouvait arriver pour eux autres? Okay? Encore une fois, il n'y a pas de, dans ces questions-là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais sers-toi de qu'est-ce que tu as vu déjà pour comprendre et dire peut-être qu'il pourrait peut-être faire ça, il pourrait peut-être faire ça, etc. OK? Donc, c'est tout pour cette petite section ici. Donc, fais attention à toi, puis on se revoit à la prochaine.